Et on accueille Agnès Gint-Ducrot, j'espère avoir bien prononcé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors bon, je remercie Monsieur Lacambre qui a fait l'introduction pour dire que c'était pas évident d'intervenir comme ça, voilà. Et puis, en fait, moi aussi, j'ai changé un peu le titre de la question qu'on m'a posée parce que, en fait, j'étais dans l'incapacité d'y répondre, de dire comment la prévention est pensée, réalisée, évaluée actuellement, parce que, en fait, je n'ai pas trouvé les moyens pour avoir cette information dans les institutions, puisqu'il y a notamment de très nombreux établissements. Alors, juste pour me présenter rapidement, donc moi je suis médecin et je suis médecin de santé publique et plutôt en santé publique qui est aussi un champ très vaste sur les questions de prévention et surtout de promotion de la santé. Et puis je suis également sociologue des professions et des organisations. Alors je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc j'ai reformulé la question au regard aussi de mon expérience professionnelle, puisqu'on m'a demandé d'intervenir comme experte et donc au regard de mon expérience. Et donc je vais parler de comment on pourrait faire la prévention des violences sexuelles ou comment elle devrait être pensée, réalisée, évaluée. Donc, bien sûr, quand je dis le mot enfant, c'est bien sûr les moins de 18 ans. Et puis, je vais m'intéresser surtout à deux types d'établissements. Les établissements qui accueillent des enfants qui sont confiés, soit à l'aide sociale à l'enfance, soit en protection judiciaire de la jeunesse, avec cette particularité que les professionnels vont se trouver dans une situation de suppléance parentale, selon la définition de Paul Durning. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de ces enfants finalement en étant en suppléance du milieu familial et donc d'enfants par exemple qui ne rentrent pas chez eux le soir pour pouvoir discuter de choses dont ils ont discuté dans la journée et pourtant ce sont des enfants qui ont leur développement à réaliser comme tout autre enfant. Donc ce sont des enfants, on l'a suffisamment dit, en effet, qui ont des parcours de vie qui sont marqués par des carences éducatives et ou des violences, et notamment des violences sexuelles, qui souvent ne sont pas d'ailleurs toujours révélées, mais ce sont des enfants qui n'ont pas forcément non plus subi de violences sexuelles et qui pour autant sont dans ces établissements et tout le monde doit vivre ensemble. Donc ce sont des enfants qui ont en général un rapport au corps et à soi qui est perturbé, un rapport aux autres qui est perturbé dans leurs relations, dans la confiance qu'ils donnent aux adultes. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est des enfants qui souvent n'ont pas confiance avec les adultes, qui ont des perturbations par rapport à leurs émotions et puis bien sûr qui peuvent présenter beaucoup plus fréquemment qu'en population générale des stress post-traumatiques et avec leurs symptômes. Et puis bien sûr ce sont des enfants, on en a beaucoup parlé donc je ne vais pas insister là-dessus, où souvent le seul modèle et le seul accès à la sexualité qu'ils peuvent avoir et parfois dès le plus jeune âge, c'est en effet un accès à la pornographie, même si bien sûr l'accès à la pornographie et l'éducation à la sexualité par la pornographie, c'est pas nouveau non plus, sauf que là ils sont sur un modèle unique et avec une accessibilité, une fréquence qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc ce sont des enfants. Par ailleurs, je me suis interrogée aussi sur finalement qu'est-ce que les enfants qui sont dans ces institutions ont à dire, eux, sur les questions, donc en effet, de leur qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter sur leur sexualité. Et je me suis intéressée donc à un des rares rapports qu'on a sur la parole des enfants, qui est un rapport qui date de 2022, qui s'appelle À hauteur d'enfants, donc qui est un rapport qui est basé sur des témoignages. Donc quelqu'un qui a été Gauthier Arnaud-Melchior pour ne pas le nommer, qui a vraiment été sillonner la France donc à l'aide sociale à l'enfance pour recueillir un peu ce que la parole des enfants donc confiée à l'aide sociale à l'enfance. Donc ce que les enfants nous disent, ils nous montrent deux valences qui pour moi sont très importantes. La première, c'est qu'en effet, il y a des violences sexuelles. Excusez-moi, j'ai oublié de marquer le mot sexuel, mais qui est quand même un petit peu important aujourd'hui. Il y a des violences sexuelles qui sont existantes dans les établissements et qui peuvent être entre mineurs et qui sont parfois totalement ignorées, voire banalisées, presque considérées comme c'est des enfants de l'ASE, c'est normal, quoi. Voilà, je vais un peu loin, mais il y a de ça quand même. Et puis la deuxième chose qu'ils demandent, qui est extrêmement importante, c'est qu'ils demandent aussi de pouvoir avoir du dialogue sur ces sujets, de pouvoir bénéficier de connaissances et de pouvoir vivre des relations amoureuses. Ce sont des jeunes qui disent que, eux aussi tombent amoureux et que dans les établissements où ils sont, il est interdit d'avoir des relations sexuelles. Or, en France, l'entrée dans la sexualité, l'âge moyen, c'est 17 ans. Et donc, ces jeunes, souvent, ils n'ont pas de lieu d'intimité où ils peuvent débuter une vie amoureuse positive. Et donc, le local poubelle, c'est pas le meilleur endroit pour débuter sa vie sexuelle, mais ils la débuteront. Donc, soyons un peu lucides et réalistes par rapport à ça.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un projet d'établissement? Déjà, je pense qu'il faut inscrire le projet en promotion de la santé, en promotion en santé sexuelle. Le cadre théorique, pour moi, dans lequel il faut s'inscrire, c'est celui-là, parce que c'est celui qui permet de développer des stratégies multiples, des stratégies environnementales, je vais insister un peu là-dessus, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, des stratégies éducatives, des stratégies préventives, bien sûr, on vient d'en parler beaucoup, et aussi des stratégies, bien sûr, sanitaires, quand il s'agit de répondre à des besoins de santé. C'est aussi l'autre cadre théorique qui me paraît absolument fondamental à mobiliser, c'est celui des besoins fondamentaux de l'enfant. Et pour moi, il faut arriver à croiser les deux pour pouvoir proposer des projets cohérents, globaux, intégrés et opérationnels. Donc voilà, je le présente rapidement. Les axes d'intervention en promotion de la santé, ce sont les axes de la Charte d'Ottawa. Ça veut dire qu'il faut élaborer des politiques, et là je parle de politiques d'établissement. Il y a les niveaux macro naturellement, mais avoir des politiques d'établissement qui posent vraiment clairement qu'on va s'intéresser à ces questions-là. On va vraiment travailler aussi sur des environnements favorables physiques, c'est-à-dire que c'est la question d'avoir des locaux qui permettent qu'on puisse respecter l'intimité des enfants, qu'ils puissent être dans des endroits dans lesquels ils vont être protégés, y compris du point de vue physique. Et puis bien sûr des environnements sociaux et relationnels dont on a plus parlé. C'est bien sûr le renforcement de la démarche participative, c'est faire beaucoup plus impliquer les enfants dans ces établissements. C'est aussi l'idée d'acquérir des aptitudes individuelles, et là c'est tout le champ du développement des compétences psychosociales, et puis ce qu'on appelle la réorientation des services de santé, c'est-à-dire avoir des services qui vont travailler en intersectoriel en croisant les champs de compétences, aussi bien du sanitaire, du social, de l'éducatif, etc. C'est ça que ça signifie, réorientation des services de santé. Et puis sur la droite de l'écran, la carte des besoins fondamentaux de l'enfant, que vous connaissez probablement tous, mais que j'ai voulu rappeler, parce qu'en effet, souvent on regarde, quand il s'agit de protéger les enfants, on regarde le méta-besoin de sécurité, parce que c'est celui qui est attaqué dans la protection de l'enfant, les besoins physiologiques de santé, besoins de protection, besoins affectifs et relationnels, mais l'équilibre d'un enfant, pour le développement de l'enfant, il faut aussi s'intéresser aux autres besoins qui peuvent paraître pas sur cette image comme étant un peu périphériques, mais qui ne le sont pas du tout. Et donc c'est des besoins d'avoir des règles et des limites, un besoin d'identité qui est extrêmement important, le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi, le besoin d'expérience et d'exploration du monde. Et d'ailleurs, j'ai lu très récemment un article en sciences de l'éducation qui montre que pour faire des apprentissages, les 3 besoins sur lesquels il faut insister, c'est l'identité, l'estime de soi, l'expérience et l'exploration du monde. Donc pour dire qu'on peut protéger les enfants n'est parfois pas suffisant. Il faut vraiment toujours être dans ce juste équilibre entre protection et émancipation. Alors je me suis un petit peu exercée à faire, voilà, je vais vous présenter des tableaux qui sont totalement illisibles, mais voilà, je me suis dit, dans les établissements, la grande mode actuellement, c'est de demander des tableaux à tout le monde. Et si on faisait des projets d'établissement où d'un côté on pose finalement les besoins de l'enfant, la sécurité affective et relationnelle, quel objectif on va rechercher? Dans quel cadre opérationnel de la Charte d'Ottawa on va se situer, c'est-à-dire est-ce que la politique d'établissement, la démarche communautaire, les environnements favorables. Et je me suis amusée à faire ça pour chacun des besoins de l'enfant. Donc bien sûr, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas 10 minutes qu'il me faudrait, mais bien plus. Mais je pense que vraiment, on peut arriver à quelque chose d'extrêmement opérationnel en croisant les besoins de l'enfant et les axes de la Charte d'Ottawa. Je pense qu'on passe à côté de peu de choses. On arrive à peu près à tout développer en abordant ces questions-là. Voilà, donc j'ai tous ces... Je laisserai le diaporama, bien sûr. Et puis les derniers points sur lesquels je voulais arriver, c'est bien sûr la question des professionnels et des organisations, des institutions et des organisations. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est de considérer la vie affective, relationnelle et sexuelle des enfants. Vous verrez, j'ai mis vie affective, relationnelle et sexuelle des enfants, mais je n'ai pas mis éducation. C'est vraiment le développement psychosexuel et la vie de ces enfants. Poser bien sûr le principe d'éducabilité, faire preuve de lucidité, c'est-à-dire qu'en même temps, le développement psychosexuel, de toute façon, il se fera. Qu'on veuille le mettre sous le tapis ou pas, il se fera. Et donc, il faut avoir cette lucidité de se dire qu'il se passera des choses entre les enfants et qui, parfois, sont des choses qui peuvent être violentes et qu'il va falloir les regarder et les mettre au travail. Il faut connaître et être au clair avec les lois et les règles. Il faut bien sûr former les professionnels et actualiser leurs connaissances parce que tout ça, ça bouge très, très vite. Je pense que l'ère du numérique nous le montre très bien. Mais former les professionnels, ne serait-ce qu'au développement psychosexuel normal de l'enfant.
Le repérage des comportements inhabituels, on en a vraiment beaucoup parlé, et à l'écoute active. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important, et tous les professionnels le disent. Il faut écouter la parole de l'enfant, et il faut être dans une écoute active pour ne pas être choqué par les mots qu'ils peuvent utiliser, qui parfois sont très choquants et très violents pour les adultes, et il faut arriver à les dépasser. Et puis pour terminer, les freins, donc ça reste une des questions éducatives les plus difficiles. L'instabilité dans les établissements, l'instabilité des équipes, certes, mais l'instabilité des enfants aussi. À la PJJ, par exemple, ce sont souvent des jeunes qui sont de passage de très peu de temps. Les inégalités territoriales pour créer des réseaux et pour créer des partenariats et des ressources. Et bien sûr, la question du temps. Si on veut arriver à travailler ensemble, il faut du temps. Merci beaucoup. Question de la commission. Là. Oui. Merci beaucoup, Madame, attendu de votre rapport et de votre présentation, et puis de ces tableaux très opérationnels. On en a besoin, donc merci beaucoup. Là où on aimerait peut-être vous entendre, c'est justement avec ce focus institution, le focus ASE-PJJ, est-ce que vous avez connaissance de programmes de prévention secondaires et tertiaires qui pourraient justement être déployés? Secondaire et tertiaire. Oui. D'accord. Je pense déjà qu'il y a des exemples qui ont été donnés, notamment Monsieur Lacambre a déjà donné des exemples. Hein, donc, le secondaire, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à repérer les difficultés. Le secondaire, c'est vraiment ça. Donc, alors, de connaissance de programmes très précis, non, de connaissance de programmes de formation de professionnels, justement, sur ces questions-là, il y en a hein, dans les écoles de formation, que ce soit à la PJJ, que ce soit développé ça par le CNFPT, l'École nationale de la santé publique. Enfin, voilà, il y a de la formation sur ces questions-là pour arriver à... Et puis, il y a plein, on en a parlé tout au long des 2 jours, aussi de DU, de formation. Voilà, donc je pense que vraiment, et dans lesquels on va aborder ces questions de pouvoir développer de la prévention. Et puis en prévention tertiaire, c'est-à-dire dans la prise en charge, écoutez, pour moi, la prévention tertiaire, c'est vraiment le travail en main dans la main avec le secteur de la santé. Et donc, je crois que moi, j'ai l'impression je réponds à une question qu'on se pose depuis hier matin, quoi. Donc là, des exemples, il y en a déjà plein qui ont été donnés et sur lesquels moi, j'ai pas forcément de connaissances extrêmement précises. Mais il y a d'autres personnes dans la salle qui les ont. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez approfondir la question des violences sexuelles à l'intérieur des établissements? Je pense aux ITEP, je pense aux centres éducatifs fermés, je pense aux centres éducatifs renforcés. C'est courant. Effectivement, il y a toute une sorte de jeunes, soit qui ont été victimes, soit qui sont auteurs. Et c'est quand même un problème récurrent, une situation récurrente. Si vous aviez à la fois un regard et des recommandations à faire, ce seraient lesquelles? Alors, dans un des tableaux que j'ai présenté, du coup, sur lesquels je suis passée très très vite, et puis, bon, de façon manière générale, je pense quand même qu'il y a la question de l'éducation, forcément, qui est très, très importante, et notamment la question de l'éducation au consentement et l'éducation à la réparation. On a beaucoup parlé du consentement, comme si c'était de son approche juridique, et de son approche autour de la question des relations sexuelles. Mais le consentement chez l'enfant, ça se travaille autrement. Le consentement, c'est pour tout, dans la vie de tous les jours. On va travailler sur les questions. Donc, dans ce type d'institution, par exemple, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Ne serait-ce que des petits programmes tout bêtes de j'aime, j'aime pas, c'est déjà vraiment des éducations au consentement. Après, dans les lieux, notamment vous parliez des lieux sportifs, par exemple, alors, il s'avère que j'ai travaillé aussi comme médecin d'éducation nationale pendant longtemps, et un lieu, par exemple, où on rencontre régulièrement des agressions sexuelles entre mineurs, ce sont les lieux sportifs où les enfants sont mis dès le plus jeune âge ensemble, et sans qu'il y ait beaucoup de régulation des adultes, où parfois on a des internats, où on a des élèves de 6e jusqu'à la 3e, on a des lieux où on mélange les enfants et où on n'imagine pas qu'ils puissent avoir des pratiques sexuelles alors qu'ils sont en plein développement de leur questionnement autour de la sexualité. Et ça, je pense que là encore, une fois, la question des environnements, pour moi, elle est fondamentale.
comment on permet d'avoir des endroits respectueux de l'intimité, respectueux des âges, et dans lesquels il y a aussi une présence des adultes. Un autre lieu où je peux vous dire que j'ai vu aussi des choses absolument incroyables qui se passaient, c'est par exemple les transports scolaires en milieux ruraux, quand les enfants prennent le car pendant une demi-heure matin et soir, et que les grandes troisièmes s'amusent à forcer les petites sixièmes de regarder des images pornographiques. Ce sont des agressions sexuelles entre mineurs. Et personne... Alors, le seul adulte qu'il y a dans le car, c'est le chauffeur. Voilà. Donc, lui, il regarde la route. Hein. Voilà. Et heureusement qu'il regarde la route, parce que quand il arrête de regarder la route, on sait bien que ça fait aussi le lit des médias. Mais vous voyez, ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes à penser. Les endroits où les jeunes se retrouvent entre eux, comment on le fait. Et après, comment on crée des espaces de confidentialité où les jeunes peuvent aller raconter des choses comme ça. Alors, les enfants qui sont dans les familles, il y en a qui arrivent à le dire dans les familles, et il y a des réactions qui viennent des familles, mais il y a des enfants qui n'arrivent à jamais dire ce qui se passe, et déjà parce qu'ils ont un peu honte, en plus il y a un phénomène de groupe qui se met en place, c'est rigolo, et puis si tu te plains, t'es quand même vraiment idiot. Donc c'est vraiment, j'ai pas de solution clé en main, mais je pense qu'une des premières choses, enfin c'est vrai que là j'étais sur un projet, mais les premières choses dans le projet, dans la méthodologie de projet, c'est quand même d'essayer d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Et donc je pense que l'analyse de les analyses et les espaces notamment où il y a des jeunes qui sont ensemble et qui vont être ensemble, je pense qu'il faut vraiment se poser ces questions-là, surtout quand il y a une intimité qui se joue. Question pour lui. Bonjour. Bonjour. Amina Bébar, donc psychologue sur Perpignan, sur un dispositif d'accompagnement pour mineurs et de travail thérapeutique familial. J'avais une question sur la question de la prévention, et, notamment sur l'accompagnement dès le plus jeune âge et effectivement la périnatalité. Puisque je trouve que quand même ce qui fait fil rouge beaucoup depuis ces 2 jours de la question de l'agir sexuel, de l'agir violent d'abord, et avant tout, qui est une façon de venir créer de la séparation dans des familles qui sont en vase clos, reclus sur elles-mêmes. C'est quand même des questions qui sont beaucoup revenues. Et la question que je me posais, c'est comment, d'un point de vue préventif, mais aux différents étages de la prévention, on pouvait travailler sur cette question de la séparation psychique, qui n'est pas la séparation physique, puisque ça rejoignait des questions de magistrat. Comment, au-delà de la séparation physique, on peut travailler la séparation psychique, et dès le plus jeune âge, pour permettre que quelque chose puisse se travailler de cette extériorité, de ce rapport à l'altérité, dont sont le symptôme, dont tous ces patients sont en partie le symptôme. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser en termes préventifs. Merci. Alors écoutez, moi je suis très embêtée pour vous répondre parce que je n'ai pas les compétences. J'ai ni la formation ni les compétences pour vous répondre. Donc si quelqu'un dans la salle veut répondre à ma place parce qu'il estime qu'il a les compétences, moi vraiment je ne les ai pas. En donc tout cas, je suis désolée, mais donc si quelqu'un veut répondre... Moi, j'ai pas de problème hein, avec ça, mais là, je sais pas. Je suis pas psychologue, je ne suis pas pédopsychiatre, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas vous répondre. Sur la santé, en tout cas, dont on parle, ça commence pour les mineurs dès le plus jeune âge, c'est-à-dire la grossesse, les premiers temps, et la question de la séparation. Je crois que la question de la séparation, qu'on ne nomme peut-être pas suffisamment, je ne sais pas, en tout cas, moi, il me semble que ça fait partie de ce symptôme-là. C'est le passage à l'acte qui vient créer de la séparation. Et je trouve que paradoxalement, ça nous invite, nous tous, professionnels, à nous relier les uns avec les autres. Et je trouve que quand même, c'est très saisissant de voir combien ce qui ne peut pas se travailler de la séparation dans ces familles nous amène à tous nous relier les uns et les autres. On ne cesse de parler de cette question du lien et de sortir des clivages, mais qui n'est que la réponse à un symptôme familial. Je crois qu'il y a lieu de travailler. Alors, moi, ce dont je peux relater comme expérience, mais qui est donc une expérience qui n'est pas une réponse de l'ordre de la discipline de la psycho, c'est que j'ai été chef de service d'un service de protection maternelle et infantile dans lequel il y avait un service dédié
vraiment pour les femmes enceintes les plus en difficulté, et c'était un service pluridisciplinaire dans lequel il y avait des sages-femmes, des travailleurs sociaux, psychos, et qui travaillaient auprès de femmes qui étaient donc repérées dans l'ensemble du département, qui s'adressaient ensuite à ce service bien spécifique, sur des grossesses vraiment en très grande difficulté, et où là, il y avait tout un travail d'accompagnement pendant la grossesse qui pouvait aller jusqu'à travailler la séparation au moment de la naissance. Voilà. Après, donc je peux vous dire qu'il y a des services qui existent comme cela, qui sont travaillés comme cela. Les processus psychiques mis à l'œuvre, parce que moi j'ai eu l'impression que c'était là-dessus que vous me posiez une question. Là, je ne suis pas capable de répondre parce que là, ça dépasse mes compétences. Mais il existe vraiment des expériences, celles dont je parle, c'est au département d'Ille-et-Vilaine, voilà, très exactement. Et donc, et je pense que c'est vraiment là des services extrêmement importants. Mais ça pose aussi, du coup, du point de vue alors, des politiques macro. Actuellement, on a vraiment des conseils départementaux qui ont des puissants fonds qui sont l'aide sociale à l'enfance, qui du coup ne regardent plus les services de prévention et notamment de protection maternelle et infantile. Et après, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de bébés placés. Enfin, je veux dire, voilà, si on n'investit pas dans la prévention et la promotion de la santé, on va devoir arrêter là, malheureusement. On a ce souci-là qui va se poser. Merci beaucoup.